Donc, Laurence Daziano, bonjour Laurence, maître de conférence à Sciences Po. Tu as écrit un point de vue dans les Échos, il y a je ne sais plus combien de temps. Quelques semaines. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Que j'ai trouvé très intéressant. Alors bon, j'ai dit crise des émergents. Il faut que tu expliques un petit peu ta démarche autour. Tout le monde parle d'une fin de la mondialisation. D'ailleurs, tu démarres ton point de vue avec la lettre du patron de BlackRock à l'ensemble de ses actionnaires qui dit « c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue depuis 30 ans », c'est ça, hein, qu'écrit Larry Fink. Voilà. Et toi, tu vas un peu plus loin. Raconte-moi justement comment est-ce que tu arrives sur la question des émergents. Alors, la mondialisation, c'est depuis 30 ans, donc ce que dit le patron de BlackRock, c'est la mondialisation telle qu'on la connaît depuis 30 ans, c'est terminé. Sauf que c'est cette mondialisation qui a permis l'émergence, notamment de l'Asie, un petit peu de l'Afrique avec du retard et de manière moins forte. Parce que qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? La mondialisation des 30 dernières années, c'est-à-dire fin des années 90 et surtout à partir des années 2000. Et quand on regarde, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Ça, c'est vraiment la date qui montre qu'il y a une explosion des échanges dans le monde avec la Chine, usine du monde. Et au début, on se souvient, c'est des produits à très faible valeur ajoutée et de très faible qualité. Parce que dès que quelque chose était cassé, on disait c'est normal, c'est made in China, ce qui a quand même beaucoup changé depuis, mais au départ c'était ça. Donc cette mondialisation, elle a permis la multiplication des échanges, elle a permis l'extension des chaînes de production et d'approvisionnement un peu partout dans le monde, parce que c'est à ce moment-là qu'on a profité du fait que le travail était moins cher ailleurs, pratiquement tout aussi qualifié, en tout cas moins cher à la même qualification qu'en Europe. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu tous ces pays, notamment en Asie, on parle de la Chine, il y a le Vietnam et puis il y en a quelques-uns d'autres, et puis un petit peu en Afrique, mais un peu plus tard, qui donc se sont développés. Et grâce à ce que la mondialisation, c'est-à-dire la multiplication des échanges sur la planète. Alors, je ne dis pas que cette période n'a pas été non plus sans crise. 98, vous avez le défaut de la dette, vous avez la crise monétaire en Asie, défaut de la dette en Russie. 2007-2008, on a eu la grande crise financière. 2014, on a eu encore la crise avec la première invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais donc, il y a quand même eu tous ces échanges qui se sont développés, les transports se sont développés, le transport maritime de marchandises s'est développé, puisqu'on voyait les bateaux qui grossissaient, qui étaient de plus en plus gros. Et qu'est-ce que ça a fait dans ces pays qui voyaient arriver le travail ? Alors pour nous, c'était pas cher, mais enfin pour eux, ça permettait de leur développer. Ça a développé dans ces populations, ça a développé une classe moyenne. Et qu'est-ce qui fait l'émergence d'un pays ? Qu'est-ce qui fait qu'un pays va se développer économiquement ? C'est que sa classe moyenne grandit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'enrichissent. On reprend ces basiques pyramides de Maslow. Et donc, petit à petit, ils ont assez de revenus pour faire autre chose que les besoins basiques. Donc, ils vont penser en termes d'infrastructures. Donc, la santé, le logement, la santé, l'éducation. Et puis, il va falloir investir dans les infrastructures, le transport, l'eau, l'énergie, le traitement des déchets. Et c'est comme ça que vous avez cette classe moyenne qui commence à grandir, puis qui commence à consommer un petit peu plus. Donc ça développe les économies. Elle produit, mais c'est aussi un marché intérieur, donc elle va consommer, elle va grandir, elle va avoir des aspirations différentes, parce que ils veulent que leurs enfants aient des conditions de vie meilleures que les autres, ce que veulent tous les parents sur la Terre. Et c'est comme ça que petit à petit, la mondialisation, avec l'étirement des chaînes de production, des chaînes d'approvisionnement, elle a permis l'émergence de ces pays. La Chine a émergé comme ça, le Vietnam a émergé comme ça. À une autre échelle, on peut dire que des économies comme le Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ont fini aussi par émerger comme ça. Donc, cette mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'on est tous interdépendants, et on l'a vu, première à l'ère de l'interdépendance, 2011, Fukushima, parce que là, on s'est rendu compte que... Oui, je me permets juste un truc, c'est que tu dis, comme tout le monde, tu dis Fukushima. C'est pas Fukushima, c'est un raz-de-marée. Oui, Fukushima n'est qu'un détail, notamment sur toute l'industrie automobile qui a été impactée. Non, mais c'était un raz-de-marée, mais c'est devenu Fukushima. C'est pas Fukushima. Pardon, pardon, je voulais juste... Parce que quand j'ai lu ça m'avait surpris. Mais non. Alors, effectivement, ça n'est pas la catastrophe c'est le raz-de-marée, c'est comme ça que c'est connu, c'est que le tremblement de terre, le raz-de-marée, qui a détruit les usines de production de pièces détachées automobiles. Et c'est là qu'on se rend compte que tous les sous-traitants, parce que du coup, avec la mondialisation, il y a le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant.
Et là, on en arrive à le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. En fait, c'est pratiquement les 2-3 mêmes entreprises qui sont localisées au même endroit. Mais attends, Laurence, je veux revenir sur tes émergents. C'est exactement ce que tu décrivais. Ce que tu crains finalement, donc nous, c'est vrai on vit aujourd'hui cette mondialisation comme des délocalisations qui ont plongé des territoires, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, qui ont plongé des territoires dans le désespoir. OK, donc ça, c'est un sujet dont on parlera d'ailleurs avec Christian tout à l'heure. Mais de l'autre côté, est-ce que tu as peur, toi, que le coup d'arrêt à cette mondialisation ne vienne briser cette dynamique que tu décrivais de classe moyenne, qui s'enrichissent, qui ont, tu disais, d'autres aspirations, peut-être des aspirations démocratiques? Ça va fortement les contrarier, effectivement. Et c'est ce que je marquais dans ce point de vue que j'ai publié, c'est que quand je dis si la mondialisation n'a pas été heureuse pour certains, et là je visais effectivement la population plutôt blanche, masculine, peu formée, qui aux États-Unis, en Europe, en a beaucoup souffert et a alimenté les courants populistes après. Tout à fait. La démondialisation ou la fin de la mondialisation, elle va pas être heureuse non plus, mais pour beaucoup plus, parce que cette mondialisation, elle a permis de tirer des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Et là, on voit que rien qu'avec la pandémie, qui a déjà été un coup d'arrêt à la mondialisation, et maintenant la guerre en Ukraine, on a déjà près de 100 millions de personnes qui sont revenues en dessous du seuil de pauvreté. Parce que quand on passe le cliquet entre le seuil de pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté et juste au-dessus, et qu'on commence à s'élever, seuil de pauvreté, c'est 1,90 $ par jour. C'est ça, c'est pas le nôtre. Hein. Voilà. La classe moyenne, on va dire, c'est à partir de 10 $ par jour. Le bas de la classe moyenne, c'est 10 $ par jour, et c'est à peu près de 10 à 100. Alors certains raffinent de 9 à 99, mais c'est à peu près ça, de 10 à 100 $ par jour. Donc, bien évidemment, si toutes les chaînes d'approvisionnement se brisent parce on est trop dépendant de certains pays, on va tout rapatrier. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans ces pays ? Très intéressant. Voilà. Donc, effectivement, la mondialisation, on en a vu un aspect, mais parce que, comme toujours, on regarde à notre porte. Mais la mondialisation, c'est ce qui a quand même permis d'élever le niveau de vie mondial de manière importante, de sortir des gens de la pauvreté, avec aussi tous les programmes sociaux qui les ont accompagnés. Par exemple, au Brésil, la présidence Lula, alors j'ai presque envie de dire la première présidence Lula, parce qu'on en aura peut-être une deuxième à la fin de l'année qui va commencer, il avait mis en place la Bolsa Familia, qui avait permis, en finançant les familles, de sortir beaucoup de familles de la pauvreté. Et d'ailleurs, cette classe moyenne brésilienne qui avait commencé à se former, c'est celle qui avait fait les manifestations, les protestations dans les années 2011-2012, parce qu'elle disait, non mais maintenant, nous, on veut du transport, on veut de l'éducation, on veut de la santé. De l'infrastructure. Et ça ne suivait pas. Ouais. Donc, l'arrêt de la... Ce qui est d'ailleurs une théorie que j'ai lue à de nombreuses reprises, théorie disant, mais on va parler de la Chine ensemble, que tu connais bien. En fait, les pays émergents n'émergent jamais. C'est-à-dire, il y a eu des espoirs, les grands espoirs des non-alignés des années 50, les révolutions arabes et laïques des années 70. Et toujours, ça va se briser, en fait, sur le sujet des infrastructures et sur le sujet du contrôle du pouvoir. Et si je t'amène, par exemple, un pays que tu connais très bien, qui t'intéresse beaucoup, qui est le Vietnam, où tu me décrivais il y a quelques mois, ce qui est quand même un des régimes communistes les plus rudes du monde, comment est-ce que cette déstabilisation peut évoluer Alors, au Vietnam, la déstabilisation, elle a commencé avec Covid, parce que la déstabilisation de la mondialisation... Alors, il y avait déjà un ralentissement de la mondialisation un petit peu avant Covid, mais c'est surtout la période des confinements, le choc d'offres qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on arrête tout, on arrête les usines, on arrête les transports, on arrête tout. Le Vietnam, la première année Covid, 2020, s'en est très bien sorti parce qu'ils ont vu le danger arriver plus vite que nous, ils avaient fermé toutes les frontières très vite, ils ont fait le confinement, ça a très bien marché. Ils ont rouvert un peu trop tôt, et puis il y a eu Omicron, et ils avaient oublié de vacciner la population. Et là, 2021 a été terrible, ils ont eu une croissance négative, alors qu'elle avait réussi à être légèrement positive en 2020, c'était un des rares pays à avoir une croissance positive cette année-là. La reprise, elle est un peu plus compliquée, mais il y a une certaine souplesse qui reste quand même. Le problème, c'est que l'économie vietnamienne aujourd'hui dépend fortement
des exportations, de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils exportent. La plus grosse usine de Samsung en dehors de Corée, elle est au Vietnam et elle représente pratiquement un quart des exportations vietnamiennes en valeur. Donc, on voit que c'est... Samsung, un quart. Cette usine-là de Samsung. Donc, il y a une vraie dépendance. Donc, si un jour Samsung dit « Ah bah oui, je vais rapatrier mon usine », là, ça va faire très mal. Et puis, il y a le tourisme, qui est une autre part des revenus du Vietnam et qui a fait aussi son essor. Et là, le tourisme reprend. Ils ont complètement réouvert parce qu'ils voient bien qu'Omicron, ils n'arrivent pas à gérer. Je dirais qu'au Vietnam, il y aura un impact si les usines repartent. Mais il y avait beaucoup de sous-traitances qui venaient de Chine. Et donc, celle-là, elle risque de moins partir. Alors, ben oui, mais ça nous amène alors à... Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on voit, alors, et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois, Laurence, toi qui... Cette masse de vidéos, tiens, encore hier soir, je crois que c'est des ouvriers, d'ailleurs, qui s'enfuient d'une usine Samsung. Je crois que c'est une usine Samsung, je ne voudrais pas dire de bêtises. Vous allez voir ça, si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux. Vidéo très spectaculaire. Les gars, les ouvriers sont en confinement depuis, je crois, une vingtaine de jours, ils n'en peuvent plus. Voilà, ils s'enfuient, ils escaladent les grilles, enfin, c'est quelque chose de dingue. On voit, alors, grâce, évidemment, à beaucoup d'expatriés à Shanghai, des gens qui se mettent aux fenêtres, qui hurlent, qui n'en peuvent plus, etc. Et tout. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des choses comme ça, non ? Alors, le confinement, la politique de Covid-0 en Chine atteint sa limite. Et c'est là que ça devient, j'allais dire, dangereux. Parce que cette politique de confinement et de Covid-0, c'est-à-dire il y a un cas de Covid et il y a tout le quartier qui est confiné. Et le confinement en Chine, c'est pas le confinement en France. Exactement. Donc le confinement en Chine, c'est que vous êtes chez vous, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas les 1 heure pour sortir avec votre propre attestation et vous en faites 5 par jour, parce qu'on l'a vu. On l'a vu. On n'a pas fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. Donc, c'est un confinement qui est très strict. C'est un confinement qui, comme il a été fait, pardon de le dire, à la chinoise, il est très strict, mais au départ, il n'a pas été très bien organisé. Et notamment, les gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux, ils font comment pour manger ? Donc, les gens ont faim. Ouais. Vous ne pouvez plus sortir de chez vous. On l'a vu, nous, et c'était moins strict, on est devenus fous. Eux, ils ne peuvent vraiment pas sortir. Quand ils sortent, ils ont 3 tests par jour. Ils n'en peuvent plus des tests. Ils ont faim. Ils ont envie de sortir. Et puis surtout, ils voient, parce qu'ils sont quand même aussi informés, puis il reste encore quelques expatriés, que face à Omicron, ça ne fonctionne plus, cette politique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Shanghai, 25 millions d'habitants, est confiné depuis 5 ou 6 semaines maintenant. De plus en plus, il y a des mouvements de désobéissance. Ce qui est très courageux de leur part, parce que ça veut dire que si vous désobéissez, vous ne vous soumettez pas à un test, vous êtes dehors alors que vous ne devrez pas l'être, vous allez directement en prison. Donc, c'est très dur. Mais là, les Chinois, en tout cas ceux de Shanghai, n'en peuvent plus. Et à la fin de la semaine, ça va être Pékin. Donc là, vous allez avoir, et c'est très intéressant de regarder ça, une remise en cause déjà par la population de la politique de zéro Covid, dont je rappelle que Xi Jinping l'a présenté comme étant un succès, parce que dans la première phase de Covid, ça notait, c'est le fait que Omicron est tellement contagieux Bien que sûr. ça n'est plus tenable. Le problème, c'est que Xi Jinping ne peut plus revenir en arrière maintenant qu'il a dit que c'était un outil efficace pour lutter contre la pandémie. Il ne peut pas perdre la face et se dédire, surtout que son échéance, lui, c'est l'automne, avec le 20e congrès du Parti communiste, qui doit entériner son 3e mandat, qui est une anomalie, puisqu'il a fait réformer la Constitution pour pouvoir avoir un 3e mandat. Normalement, c'était 2 mandats. Ses prédécesseurs ont tous fait 2 mandats. Au moment de 2e mandat, passait la main à un 3e qui avait 5 ans pour faire ses preuves et 5 ans après, il prenait la suite. Et là, ça n'est pas le cas, il n'y a personne pour la suite parce que il veut se faire réélire pour un 3e mandat et que donc il doit apparaître au Congrès comme étant l'homme providentiel qui a tout sous contrôle, aussi bien la maladie que l'économie, que la diplomatie. Donc vous avez aujourd'hui... Donc c'est une forme de course contre la montre en fait, qu'il entreprend à tout prix. À tout prix. Pour éradiquer le virus au moment du Congrès. Voilà, enfin pour dire au moment du Congrès, j'ai éradiqué le virus, et après le Congrès, ça pourrait, on peut imaginer. C'est ça, on peut imaginer qu'à ce moment-là, on a une ouverture. Le problème, c'est que là, c'est Shanghai, mais
À très court terme, je vous dis, c'est la fin de la semaine, on est mercredi, on va regarder vendredi et ce week-end, c'est Pékin, parce qu'il y a déjà certains districts de Pékin où on dit vous sortez plus de votre district. Quelle folie. Donc ça commence à être le début du confinement. Et dire qu'il y a un confinement à Pékin, c'est déjà un aveu d'échec, c'est déjà un aveu de faiblesse. Plus intéressant encore, vous avez le patron d'un grand fonds chinois, visiblement quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui a publiquement critiqué, notamment dans la presse anglo-saxonne, cette politique du zéro Covid. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que déjà, il s'est exprimé publiquement. Il est en Chine, lui. Lui, il est en Chine. Il est en Chine. Il est en Chine. Il s'est exprimé publiquement, notamment dans le Financial Times et auprès d'autres correspondants étrangers, pour dire cette politique ne marche pas, le zéro Covid, il faut arrêter, parce que l'impact sur l'économie va être désastreux. On va y arriver, parce que ça arrête quand même l'économie chinoise, qui est à une croissance qui est inférieure à ce qui est annoncé. Les chiffres chinois, il faut toujours faire attention, mais là, elle risque vraiment d'être négative. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce monsieur, non seulement il s'est exprimé publiquement dans la presse anglo-saxonne, et que pour l'instant, je n'ai pas vu qu'il ait été arrêté ou qu'il ait disparu. Ce qui veut dire qu'il a eu l'autorisation de s'exprimer. Donc, s'il a eu l'autorisation de s'exprimer, ça veut dire qu'au sein de la cité interdite, qui est là où est le pouvoir chinois, il y a des voix discordantes. Et que ces voix discordantes seraient aujourd'hui assez fortes pour se faire entendre à l'extérieur sans qu'il y ait de représailles à l'intérieur. Et c'est là que je dis que la situation commence à devenir dangereuse. C'est que, visiblement, il y a peut-être une instabilité au sein du pouvoir. Et c'est cet indice-là qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez une population qui est confinée, qui n'en peut plus. Et vous avez, là, arrive sur le marché du travail chinois, la plus grosse promotion de jeunes diplômés qui ne vont pas tous trouver du travail. Parce que l'économie n'est pas à la hauteur. Pour pouvoir intégrer toute une classe d'âge, et là en plus c'est une des plus fortes classes d'âge qui arrive sur le marché du travail, il faut une croissance de 7 à 8%. Là, on va être à moins de 4. Donc, socialement, il va y avoir un problème. Donc, vous avez un problème politique. Il se passe quelque chose dans la cité interdite. Vous avez un problème social entre ceux qui veulent plus être confinés parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils voient pas le bout, parce qu'il n'y a pas de perspective. Les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et qui n'auront pas de travail. Les jeunes en Chine qui sont allés à l'université, ils font partie des top 10, des top... Enfin, ils sont très entraînés. C'est très dur de faire des études en Chine parce qu'il y a tellement de monde. C'est très sélectif. C'est un système qui est très difficile. Et puis, vous avez une économie qui est en train de s'arrêter. Et là, on rejoint aussi les émergents, parce que cette économie chinoise qui s'arrête, elle n'approvisionne plus, elle ne va plus chercher des matières premières dans les pays émergents. Et quand vous avez à la fois l'économie chinoise qui est en train de s'arrêter, la croissance chinoise, c'est un tiers de la croissance mondiale. Donc quand vous avez cette croissance chinoise qui décélère quand même très rapidement, voire qui pourrait s'arrêter, avec les impacts que ça a, et que dans le même temps, vous avez la guerre en Ukraine avec des impacts qui amplifient la crise chinoise et ce qu'on a du Covid, qui nous reste du Covid, sur l'approvisionnement, le choc d'offres, on n'a pas produit, maintenant on produit un peu, mais les matières premières sont plus chères, et le fait qu'après, on ne peut plus transporter parce que les ports sont congestionnés, les ports de la mer Noire n'existent plus parce que c'est en guerre, on n'avait plus un assureur qui veut assurer un bateau qui va en mer Noire. Les ports chinois, alors le trafic non, je t'ai plus, Laurence. Le trafic de... La cour est pleine. Non, restons, juste conclure sur la Chine, on va dire 2 mots de la Russie, mais sur la Chine, donc moi ça m'intéresse évidemment énormément. Donc là, on est, ce que tu me racontes fait révolution de palais, Kremlin des années 60, tu vois, enfin voilà, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Et enfin, j'ai presque envie de dire heureusement, quoi, parce qu'enfin, on a l'impression qu'il est en train de devenir fou, le gars. On ne sait pas dans quel sens ça va tourner. Voilà, c'est ça. Mais le fait, encore une fois, qu'un gestionnaire de fonds important chinois qui habite en Chine s'exprime aussi librement dans des médias occidentaux, et pour l'instant, on ne voit pas encore de conséquences, il n'est pas arrêté, il n'est pas... Pour moi, ça m'interpelle. Alors, la Russie, moi, il y a un sujet sur lequel j'arrive pas à avoir d'avis, ça m'intéresse énormément, c'est la façon donc Renault largue ses usines donc première contribution, Avtovaz, première contribution à la marge opérationnelle de la division automobile du groupe Renault, 1 rouble.
Renault a largué ses usines, donc, qui fabriquent notamment les Lada, historiquement, pour 1 rouble, alors à une fondation, avec l'idée que peut-être plus tard, ils pourraient les récupérer et tout. Tu parles, enfin, j'en sais rien, je parle sous votre contrôle. Voilà. Total, alors Total, ils essayent de jouer sur les deux tableaux, mais enfin, d'ores et déjà, c'est 4,5 milliards de dollars de dépréciation sur un de leurs gros gisements GNL. La Société Générale, on l'a raconté, on verra bien dans leurs résultats combien finalement ils perdent, mais en gros, c'est 2-3 milliards en vendant donc leur importante filiale Rosbank en Russie. Voilà. Et puis, face à ça, il y en a qui décident de rester. Souvent, d'ailleurs, ceux qui sont dans le B2C, Yves Rocher, toute la galaxie Mullier. Comment est-ce que tu regardes ça, Laurence ? En fait, il y a 2 niveaux d'interprétation ou de considération de la situation. Vous avez le niveau émotionnel. Oh, la guerre, c'est terrible. Oui, la guerre, c'est terrible, ça fait des morts, c'est terrible. Et donc, on va riposter, donc on va faire des sanctions, on va partir, on va... Et puis, vous avez le niveau économique. Vous avez des entreprises françaises, pas seulement parce que vous avez des Allemands, vous avez des Italiens. Oui, là, je citais les Françaises, bien sûr. Qui sont très implantées en Russie et depuis longtemps. Qui se sont implantés parfois même avant la perestroïka et avant la fin de l'URSS, qui ont travaillé sur un marché, qui ont investi. Quand ce sont des entreprises, elles ont des employés. Donc, elles ont aussi une responsabilité sociale en Russie parce qu'il y a du monde derrière. Elles ont des actifs. Et la question, c'est... est-ce que ces entreprises qui ont investi, qui ont pris des risques, parce que quand on va dans un pays comme la Russie, surtout que la Russie des années 90, c'était quand même un peu le Far West, niveau économique, est-ce qu'aujourd'hui, elles doivent partir parce qu'on dit qu'on fait des sanctions. Alors, on dit, nous, Européens, qu'on fait des sanctions. Les Américains nous poussent à faire des sanctions. Mais enfin, l'exposition des États-Unis en termes économiques en Russie, elle est à peu près nulle par rapport à l'exposition des entreprises européennes. On est les seuls à faire des sanctions. Parce que, alors il y a les États-Unis, mais comme je disais, économiquement, ils ne sont pas très exposés. Donc les entreprises, donc l'Union européenne fait des sanctions. Les entreprises ont une très forte pression. Et là, pardon d'aller à contre-courant, et ça n'enlève absolument rien à son courage, à sa bravoure et à ce qu'il fait. Mais quand le président ukrainien dit « les entreprises françaises, vous devez quitter la Russie », c'est de quoi je me mêle ? Mais de quoi je me mêle ? C'est quoi l'autorité du président ukrainien ? Parce qu'il dit, vous nourrissez l'effort de guerre. Oui, mais alors, comme on achète le pétrole russe et le gaz russe encore aujourd'hui, que ce pétrole et que ce gaz passent par un gazoduc qui traverse l'Ukraine et qu'au passage, le président ukrainien et l'Ukraine a aussi sa petite dîme, parce que c'était aussi ça l'enjeu des gazoducs qui contournaient l'Ukraine. Non, ça doit faire plus que les tournevis de Leroy Merlin, c'est ça que tu dis, Laurence. Je pense aussi. Oui. Voilà, on n'est plus du tout dans le même rapport. Donc, on a cette question des deux niveaux où on se pose, avec donc ces... Donc tu trouves qu'on a réagi beaucoup trop émotionnellement et beaucoup trop vite en faisant peser sur ces entreprises des injonctions qui étaient politiques, qui étaient morales, qui n'étaient pas économiques, parce qu'en économie comme ailleurs, la nature ayant horreur du vide, c'est pas parce que les Français sont partis que tout va s'écrouler. Parce que vous avez déjà les entreprises chinoises, indiennes, turques, qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre la place. Donc, in fine, quel va être le bilan ? Donc, réagir de manière émotionnelle à une question qui est économique n'est peut-être pas la meilleure réponse. Et encore une fois, je suis un peu à contre-courant, mais je ne néglige en aucun cas cet aspect émotionnel qui existe aussi. Et quand on regarde les images de ce qui s'est passé en Ukraine et des victimes, notamment civiles, des femmes, des enfants, bien sûr. Bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. C'est là où je te suis. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le même domaine. Mais voilà. Donc, est-ce que faire porter cette charge émotionnelle à des entreprises qui ont pris des risques, qui ont investi, parce que ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ces entreprises, elles sont françaises, donc elles vont revenir en France. Vous l'avez dit, Renault, c'était quand même une part importante des revenus de Renault. On fait comment maintenant en France ? Non, mais donc tous les impacts qui... Et surtout, alors, c'est très frappant. Alors, les explications que j'ai lues sont assez complexes. Et dès qu'on parle du marché d'échange, de toute façon, les explications sont complexes. Le Forex est sans doute l'un des marchés les plus compliqués
Et donc, le rouble peut être plus ou moins sous contrôle, etc. Mais enfin, quand même, je me souviens très bien qu'aux premières heures de la guerre, la rapidité des sanctions qui se sont développées, on a entendu partout et on a même dit ici, waouh, incroyable, on n'a jamais vu ça, une nouvelle ère de sanctions économiques. Ça. Résultat des courses, le rouble ne cesse là de s'apprécier par rapport à l'euro. Et les chiffres sont quand même impressionnants. On est à plus 21% en ce qui concerne le rouble par rapport à l'euro. On est passé donc de 154 roubles pour un euro au moment où on était dans le dur des sanctions, elles se mettaient en place, à maintenant, je n'ai pas regardé les tout derniers cours, mais enfin c'est 68, 70 roubles, quoi. Donc en plus, ça ne marche pas. Non, mais les sanctions, alors les sanctions financières, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Mais les sanctions financières, c'était quoi? On a dit, la grosse machine, c'était on va couper de SWIFT. Ouais. Bon, en fait, on en a coupé quelques-uns, mais on ne les a pas tous coupés. Gazprom est toujours dans SWIFT. Donc, du coup, on ne les a pas mis en œuvre jusqu'au bout. Et puis, mettre en œuvre de telles sanctions, les impacts, ils sont à long terme. Et là, on voulait, c'était des impacts à court terme, parce qu'on disait on va mettre des sanctions pour arrêter la guerre. Donc là, vous avez à la fois un niveau d'impact qui n'est pas celui attendu, parce qu'il est moins fort que celui attendu, et un niveau de temps qui n'est pas non plus le bon timing. C'est-à-dire que pour avoir des sanctions à court terme, ce n'est pas les sanctions financières. Les sanctions qui commencent à faire un petit peu mal, c'est le fait qu'ils ne peuvent plus importer de pièces détachées pour tous les produits manufacturés. Tout le secteur aérien. Le fret aérien, voilà. moins 80% n'existe plus. Tout à fait. Le marché automobile s'est également effondré. Donc, oui, ça va finir par mordre, comme disent les anglo-saxons. Mais dans une population, la population russe est une population qui est très résiliente. Et la population russe, elle a connu une formidable augmentation de son niveau de vie lors des 2 premiers mandats de Vladimir Poutine, à peu près 2010. Et ensuite, comme il y a eu déjà les sanctions en 2014, parce que la Russie est un pays sous sanctions depuis 2014. Donc, ils ont eu le temps de s'organiser, ils ont eu le temps de diversifier leur économie. C'est après les sanctions de 2014 qu'ils ont développé le blé et qu'ils sont devenus le premier exportateur de blé. Donc, ils se sont adaptés aux sanctions. Et la population russe... Vous avez l'infime minorité, mais très, très, très riche, qui, elle, ne souffre pas vraiment. Vous avez, et c'est ce qu'on oublie en Europe, une immense majorité de la population qui est rurale et qui reste quand même très pauvre. Et quand on voit les exactions des soldats russes, des jeunes recrues russes ou des soldats russes en Ukraine, quand ils vont dans les maisons pour piller et qu'ils vont piller jusqu'au couvert parce qu'ils n'ont pas ça chez eux ou c'est pas aussi beau ou qu'ils vont revendre ça sur les marchés en Biélorussie, on n'a pas conscience de la pauvreté. Donc en fait, c'est une population qui n'était pas touchée par la modernisation de la Russie. Donc quelle est la population qui vraiment voit l'impact de la guerre? On y revient, c'est cette petite classe moyenne qui avait réussi à monter, qui vit à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans quelques grandes villes qui se sont développées, qui, elle, allait au Starbucks, chez Ikea, chez H&M et qui voit que ça va être plus compliqué. Ce sont ces Russes dont on parle un peu qui se sont dit on part. Ils avaient un passeport international, ils se sont dit on part parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se refermer. Donc les sanctions, finalement, la population russe, elle va les voir, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ceux qui vont les voir, ce sont ceux qui soutiennent Navalny, ce sont des populations jeunes qui n'ont pas connu les privations de l'URSS, qui sont dans les villes et qui ne sont pas une majorité de la population russe. Et d'ailleurs, le soutien à la guerre en Russie, il vient bien de toute cette population rurale qui n'a pas profité de cette ouverture pendant ces 20-30 années. Merci Laurence. Merci de nous avoir accompagnés. Laurence Daziano, donc avec nous, on continue Bismart.